The Family est construit en guerre contre l'écosystème européen. Personne n'a compris ce qu'on a fait à The Family. Et on a été résoudre des problèmes invisibles que personne ne savait qu'ils avaient. Tous les jeudis, on essayait de faire venir un de mes amis de la Silicon Valley. On a eu des gens de fous sur ce fauteuil. Sam Altman, des années avant qu'il soit connu. Jamais fait 1 euro de revenu. Mais pas 1 euro. Ils n'ont été que des coûts sur mes épaules. La pression, c'était moi. Le stress, c'était moi. L'argent, c'est animal. Il y a un truc animal avec l'argent. Il y a des gens, ils savent produire de l'argent. Il y a des gens, ils savent pas produire de l'argent. Leurs salaires ont été payés par l'argent des SPV. Salut Oussama. Salut. Tu vas bien? Super, et toi? Écoute, très bien. Bon, bah on se voit pour parler de l'affaire The Family. Écoute. Plus que de l'affaire, d'ailleurs. J'espère pour la dernière fois. Je dis ça à chaque fois, mais j'arrive pas à en sortir, quoi. Non, ça j'imagine. Pas que de l'affaire, d'ailleurs. Moi, j'avais vraiment envie de parler avec toi. J'ai pas mal enquêté sur le sujet. Je suis allé chercher des choses vraiment inédites et qui vont, je crois, projeter une lumière nouvelle sur cette affaire. Ok. Alors, je suis au courant de rien. Pour la... On va découvrir en direct ensemble. Pour la prod. La bonne que ou la les gens nouvelle. n'imaginent pas que tout ça est un montage. Et sache que tes associés, ils sont les bienvenus ici quand ils le veulent. Encore mieux, en même temps, là j'adorerais, mais... Ouais, ça, je pense qu'on rêve, mais ouais, moi aussi j'adorerais. Ouais. Ouais, un débat, ce serait vraiment intéressant et que chacun puisse faire valoir ses arguments. Parce qu'en plus, on va le comprendre, vous avez beaucoup parlé l'un et l'autre, mais un peu dans votre bulle quand même, sur ce sujet, parce que tous les enjeux judiciaires ont été maltraités parce que, en fait, t'étais jamais là, quoi, en quelque sorte. T'as jamais vraiment pu te défendre, ou en tout cas les circonstances, on va le voir, étaient compliquées. Mais peut-être avant de rentrer dans l'affaire The Family, tu peux nous parler de The Family, juste qu'on comprenne quand est-ce que tu rencontres tes associés, c'est quoi cette idée, qui l'a, c'est quoi les premiers mois, les premières années. L'histoire de The Family, ça démarre par une rencontre avec Alice, qui à l'époque dirigeait... à Silicon Sentier, le camping qui était au Palais Brognard à la Bourse. Et ça démarre par une boîte que plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque était la coqueluche de l'écosystème startup, qui s'appelait OneFit. Donc OneFit, c'est une startup française que j'ai rencontrée quand je vivais dans la Silicon Valley. Toi, t'étais à l'époque, à San Francisco. Je vivais à San Francisco, exactement. Et un jour, on me parle de cette petite équipe française qui a fait une app, etc. Et je fais un call avec eux et grosso modo, pendant le call, ils m'expliquent les conseils qu'ils ont reçus et tout. Je leur dis, attendez, enfin, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas à qui vous parlez, je ne sais pas d'où vous sortez et tout, mais oubliez la France. Et je leur ai fait des intros à San Francisco et ils ont levé là-bas, etc. Et en fait, eux étaient au camping. Moi, je ne savais pas ce qu'était le camping. Et ils m'ont dit, il faudrait que tu ailles rencontrer une nana qui s'appelle Alice Zaguri. C'est elle qui dirige le camping, elle est trop forte, elle est trop bien. Vous allez bien matcher, tu vois. Et toi, tu fais quoi à l'époque à San Francisco? À l'époque, à San Francisco, pas grand-chose. J'étais business angel pour la première fois, j'investissais, et je me préparais à créer une nouvelle boîte. Et j'avais envie de créer un truc assez ambitieux. Donc tu misais des petits tickets à droite à gauche. Je mettais des petits tickets à droite à gauche. D'énormes moyens, j'imagine, à l'époque. Bon, j'ai travaillé avec un mec qui s'appelait Bernard Sled. J'étais architecte d'innovation et je facturais des grands groupes, genre, je sais pas, 5-10 000 € la journée pour leur raconter la Silicon Valley, donc j'avais pas de problème d'argent, tu vois. Mais j'avais envie de refaire un truc entrepreneurial, j'avais envie de faire un truc ambitieux et je me préparais à ça. Tu vois, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Et j'imagine que tu rêvais de tech en plus. Enfin, tu rêvais mais de toute façon, je savais rien faire. Tu rêvais pas de faire un incubateur en plus. Non, pas du tout. Je viens à Paris, je rencontre Alice. Alice m'amène dans cet endroit qui est le camping où il y a une dizaine d'entrepreneurs. Et à l'époque, elle a un type qui est un entrepreneur en résidence, qui est le mec qui est censé donner des conseils aux startups. Et littéralement, je m'assois dans un coin de cet incubateur et je commence à recevoir des gens qui viennent me parler. Saint-Simon sous son arbre, quoi. Et il y a la queue pour me parler jusqu'à minuit. Vraiment, il y a la queue pour me parler jusqu'à minuit. Les office hours que tu répliqueras après dans The Family, quoi. Et le mec d'à côté, l'entrepreneur en résidence, il n'y a personne, quoi. Et puis au bout de 5 semaines... Alice venait chercher
la connaissance, la sagesse de la Silicon Valley que tu avais acquise. Exactement. Ok. Ouais. Et le mec d'à côté, tu vois, il va finir par se plaindre un peu, et Alice va le virer. Et elle va venir me voir, et elle me dit, voilà, j'ai viré le mec, je suis dans la merde, j'ai plus personne. Est-ce que tu veux pas le remplacer, quoi? Et moi, je dis, Alice, écoute, t'es gentil, mais je pense pas que tu vas pouvoir me payer ce que je vaux. Elle me dit, ouais, on peut te filer un salaire de 2500 € par mois. Et je lui dis, écoute, je veux bien, mais à une condition, c'est qu'à la fin de cette saison du camping, tu quittes le camping, tu viennes avec moi, et on crée une boîte ensemble. Et on va faire ce que tu fais de camping, mais version ambitieuse. Et moi, à l'époque, j'ai un sujet, c'est que je me trouve très, 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 très fort à aider les gens à maximiser leur potentiel. Mais je ne me vois pas passer 10 ans sur la même boîte. J'ai besoin de curiosité, de changement, de... je sais pas, je suis ADHD ou ce que tu veux, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée de passer 10 ans concentré à faire le même truc, la même industrie, avec les mêmes gens, ça me choque. Et de l'autre côté, j'ai pas du tout, mais du tout envie de devenir VC. J'avais été à l'époque approché par des VC californiens. Lever de l'argent pour l'investir. Ouais, le process, machin, faire les la mémos. due deal, la négo juridique. Ouais, je suis en mode, je préfère mourir que faire ça, tu vois. Et donc, en fait, dans ce camping, je vois les prémices d'une version entrepreneuriale du VC, tu vois. Le VC qui met pas d'argent, qui est aligné avec les fondateurs, qui peut être assez opérationnel dans les conseils, la façon de construire, et qui peut jouer à un jeu que personne n'a compris, parce que personne n'a compris, en fait, ce qu'on a fait à The Family, c'est qu'on a vraiment été architecte d'écosystème. C'est-à-dire qu'on a modélisé l'écosystème avec un niveau de finesse que personne n'était capable de voir, et on a été résoudre des problèmes invisibles que personne ne savait qu'ils avaient. Le BSAR est un bon exemple de ça. C'est-à-dire, tu vois les levées de fonds qui mettent 8 mois, tu dis comment on fait pour qu'elles mettent une semaine comme aux États-Unis, tu rentres vraiment dans le mécanisme, tu t'essaies de parler à l'État en leur disant « ouais, il faut changer ». Tu dis « ouais, ok, en fait, tous des abrutis, ils vont rien comprendre ». Et tu crées un mécanisme juridique qui est du jamais vu, qui permet, dans le cadre du droit français, de lever immédiatement sur ton compte courant, sans passer par le compte d'augmentation de capital, en prenant l'argent immédiatement, sans définir de valo tout de suite. Boum. Et tu vois, tu fais ça, et tu as, je crois, aujourd'hui, BSAR, c'est 40 000 entreprises qui l'utilisent tous les ans. Et jamais ils imaginent que c'est Oussama Ammar derrière ou The Family. Ou... Tu vois, c'est tellement successful que, comme dit Kenny West, quand t'es vraiment très successful, t'es oublié. Que t'as fait avec Sacha Bénichou à l'époque. Avec Sacha Bénichou, c'est l'avocat. Alors, pour l'histoire, c'est qu'on avait parlé à tous les avocats de France. Hein. Vraiment, moi, j'ai pitché. Ils m'ont tous regardé en mode, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis Sacha a dit... il m'a raconté si je le connais. J'ai une idée. Et mais donc, ton modèle, c'était le YC, grosso modo, pas toi du tout. Qui avais alors cette... justement, moi, ce que je savais, c'est qu'on n'arriverait jamais à faire un YC européen. Ok. Et en fait, c'est là où c'est tout le sujet de The Family, de comprendre ce qu'est The Family. Y Combinator, c'est une institution qui est construite comme une surcouche de quelque chose de très efficace dans la vallée. La Silicon Valley, c'est l'argent le plus efficace au monde en pré-seed. OK ? Et donc, il y a énormément d'argent. On investit très tôt dans une boîte. On investit très tôt, on prend des risques, on n'a pas besoin de preuves. Et le Y Combinator, pour expliquer, c'est le célèbre incubateur là-bas. Exactement. Qui d'ailleurs n'est pas un incubateur, hein, ils hébergent personne. Qui est un anti-incubateur, parce qu'il y avait beaucoup d'incubateurs dans la Silicon Valley. Et YC est venu comme un anti-incubateur. Prenez pas de bureau, faites pas de sharing, prenez des maisons, vivez ensemble. Et on va vous apporter culturellement un accès accéléré à cet argent. Et donc, YC est construit en alignement avec la Silicon Valley. The Family est construit en guerre contre l'écosystème européen. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que YC a pu s'appuyer sur un écosystème extrêmement favorable. Nous, on a dû construire un écosystème privé pour sortir de la toxicité de l'écosystème ambiant. Et les gens ne se rendent pas compte de cette toxicité. D'ailleurs, la preuve, je veux dire... C'est pas arrogant de ma part de dire ça. The Family ne fait plus de deal depuis 5 ans. J'ai quitté The Family il y a 5 ans, il n'y a pas eu un seul deal depuis que je suis parti. L'écosystème startup français ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'on revient après The Family, c'est-à-dire que tu as les gens hyper privilégiés qui lèvent des fonds avec BPI, VC, etc., parce qu'ils ont les bons réseaux, HEC, Polytechnique.
Puis après, il y a tous les autres qui sont devenus infopreneurs. Et c'est fini. Il y a un grand désert en fait de deals. Et pourquoi ? Parce que justement, The Family avait réussi à distordre le centre de gravité et créer un centre de gravité propriétaire extrêmement complexe qui reposait sur un système extrêmement chaotique de plein de parties, plein de machins un peu techniques, compliqués, etc., qui avait été monté de briques et de broc pendant des années pour faire tenir contre vent et marée la possibilité de faire des deals extrêmement ambitieux. Mais, alors attends, on reprend. Tu rencontres Alice ouais. au camping. Tu penses quoi d'Alice à ce moment-là ? Ce que je pense toujours d'Alice, à savoir qu'elle a une énergie incroyable et qu'elle va être une associée formidable pour tout ce que j'ai pas, c'est-à-dire incarner dans l'événementiel, dans le concret, dans le réel, tu vois, l'ambiance autour des startups. Et à l'époque, moi, je suis ami avec Nicolas Collin depuis quelques années, déjà. Je l'ai rencontré genre 4 ans ou 5 ans avant la création de The Family. Dans quel cadre ? C'était un banquier d'affaires qui s'appelle Sébastien Romelot qui nous avait présenté, qui était chez Lazare. Il nous avait présenté comme on présente les gens à Paris, tu vois. Et on se voyait très souvent au café Les Éditeurs et on parlait, on refaisait le monde. Et moi, je me suis dit, quand même, on va faire un truc en France. Avoir un inspecteur des finances qui connaît un peu le monde franco-français, c'est pas plus mal pour que ces gens soient avec nous plutôt que contre nous, tu vois. Il y avait un équilibre à vous trois. Il y avait un super équilibre, d'ailleurs. L'insider, diplômé. Ouais, l'énergie et le visionnaire, tu vois. Ouais. Alors, d'ailleurs, je pense que l'un des sujets les plus tristes de tout ce divorce, c'est que Alice et Nicolas sont dans une sorte de réécriture de l'histoire. Ils ont sorti un livre. Dans ce livre, j'existe pas. Ils expliquent dans les interviews et partout qu'en fait, je sers à rien. Quand Nicolas il va chez Mathieu Stéphanie, tu l'écoutes, on se demande ce que j'ai fait. Tu vois. Il dit oui, je suis comme le chanteur dans un groupe de rock, et puis derrière, ça travaillait dur. La vérité, c'est que je ne l'aurais jamais fait sans eux. Leur contribution, elle a été plus que stratégique. Et tu avais envie de le faire au début ? C'était pas vraiment ton idée, c'était pas vraiment ton projet ? C'était un peu Alice qui a réussi à vous entraîner là-dedans et ça correspondait à votre profil, non ? Alors là, non, pas du tout. C'est moi qui ai embarqué Alice dans son truc. Ok. C'était plus que mon idée. D'accord. C'était pour moi, je pense, ma façon de pouvoir vivre en Europe en faisant un projet américain. Qui pour moi, à l'époque, je me sentais hyper intelligent parce que je me disais, putain, t'es en train de hacker le système, frère. Parce que tu voulais revenir en Europe ? Parce que je voulais pas vivre aux US. L'Europe, je sais pas, mais les US, non. J'aurais pu vivre en Asie, j'aurais pu vivre... mais alors, les US... Il n'y a pas de femmes, la bouffe est dégueulasse, les gens sont hyper transactionnels. Okay. Quand t'es méditerranéen, ça marche pas. Donc là, je me dis, attends... Tu vas voir Nicolas. Je vais voir Nicolas, je l'embarque, ça prend, je sais pas, 10 minutes de le convaincre. Ok, parce que lui... Lui, il était à l'inspection, il s'emmerdait à mourir. Il venait de faire le rapport sur le numérique, sur comment taxer Google. Ok. Voilà, il écrivait des rapports, quoi. Et donc il vous a rejoint. Il a pris son risque. Il avait une situation alors lui, confortable. C'est celui qui avait le moins de risque parce que... Il retrouvait du taf sans mais sans même pas du taf. Il revient à l'inspection en 24 heures. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Il pouvait à tout moment être réintégré à l'inspection. Donc bien sûr. Il s'est mis en disponibilité, quoi. Bien donc sûr. Il y avait zéro sujet. Ouais. Ça, c'est quelle année ? On est en 2013. On est en 2012 et on démarre. Donc moi, je suis au camping de juin à décembre 2012. Ok. Et 6 mois quand même. Ouais, 6 mois, ça a duré le temps de partir. Et ensuite, on est parti en janvier 2013. Ok. Ouais. D'abord dans un appartement, c'est ça au début ? Ouais, alors moi, j'avais pas d'appart à Paris. Ouais. Donc je vivais au bureau. Et le bureau, c'était un appartement, j'avais pas envie ça s'appelait The Family. Donc il fallait une maison. L'incarner. Et la structure était très simple. Tous les jeudis, je cuisinais. J'allais faire le marché, je cuisinais. Les entrepreneurs venaient, pendant que je cuisinais, je racontais des histoires pour les faire rêver. On mangeait tous ensemble. À la fin de ce repas, ils avaient à peu près une to-do de ce qu'ils allaient faire dans la semaine. Et puis, ils avaient une semaine pour exécuter très fort et mériter le repas d'après. En gros. Et si tu méritais pas, je te virais et je te disais, va vivre ailleurs, quoi. Et donc, tu vois, on est très, très loin de l'incubateur. Très loin d'avoir des études de marché. Ou je sais pas ce que les gens ils imaginent sur comment on crée des startups. Mais pour la première fois, on était avec des gens qui savaient ce qu'il fallait faire,
qui savait comment le faire et qui avait un know-how sur le growth hacking, les startups, la croissance, la levée de fonds, les invests, les Américains. Et tous les jeudis, on essayait de faire venir un de mes amis de la Silicon Valley. On a eu des gens de fous sur ce fauteuil. Sam Altman, des années avant qu'il soit connu. Ah oui, Sam Altman déjà. De toute façon, la plupart des vidéos que tu vois de Sam Altman, elles sont tournées à The Family, qui sont reprises par toute la presse, c'est assez marrant. On a fait venir, je sais pas, Paul Graham, on a fait venir le fondateur de Quora. Mais ça, c'était dès 2013 Dès 2013. Dès 2013, j'avais un réseau. Okay. Et 2013, vous n'aviez pas encore votre... Non, on aura le Grand Lieu en 2014, un an après. Mais c'était en fait, le Grand Lieu, c'était juste la même maison en plus grand. Quoi. Et ça marchait dès 2013 ou pas mais The Family, ça a marché le jour du lancement. On a fait une vidéo qui était un montage de film que j'avais fait avec Alice, avec un petit discours en voix off qui disait les entrepreneurs ont besoin d'une famille. On a lancé cette vidéo, on a eu 300 candidatures en 24 heures. Il y avait le product market fit parfait quoi. Ouais. La scène entrepreneuriale attendait une maison. Et pour te dire, les premières boîtes, on a eu Algolia, on a eu Itch, on a eu Star of Service, on a eu, je sais pas qui on a eu dans les premières boîtes, mais dès 2013, il y a un très beau batch. Quoi. Ouais, le premier batch est vraiment d'une excellente qualité, quoi. Donc le modèle est validé, etc. Et financièrement, ça fonctionne comment à l'époque ? Assez facilement. On a levé un peu d'argent, donc on a un peu d'argent. Ce que les gens n'ont jamais compris sur le modèle de The Family, c'est que, en fait, The Family, on prend 5% de 100 boîtes par an. À l'époque, c'était moins, non ? Ouais, on a commencé le premier batch à 1%, ensuite 3%, puis 5%. On prend 5% de 100 boîtes par an, grosso modo. Il suffit juste que la NAV de ces 100 boîtes vale plus que les pertes de l'année. Point. Et donc, tu es un fonds avec du rendement. Ouais, mais il faut quand même que ça se matérialise parce que tu t'en fous que ça se matérialise. Tu creuses ton déficit, il faut que tu aies du cash flow quand même pour pouvoir tenir. Oui, mais tu pourrais le lever tous les ans, ce creusage, puisque tous les ans, tu as 100 nouvelles boîtes. D'accord. Donc, mais tu es quand même obligé de lever, quoi. Ah, tu es obligé de lever, bien sûr. Ouais. Tu es obligé de lever. Et alors, comme on n'était pas très chaud pour lever, pour plein de raisons, parce que les invests, c'était des casse-couilles, les gens comprenaient rien au modèle. Par exemple, je vais te donner un exemple. On est au revenu, on peut faire un peu de finance, tu vois. Des fois, j'avais l'impression que je parlais à des débiles dans les VC français. Ils disaient, ouais, comment vous gagnez de l'argent ? Je dis, comment tu gagnes de l'argent, toi ? Toi, tu prends 20% de carry sur l'argent que tu déploies. OK ? Donc, faisons quelques petites maths. Pour prendre 5% d'une boîte, à The Family, la valo moyenne de premier tour, c'était 5 millions. OK ? Donc, pour acheter 5% de 5 millions, il faut débourser 250 000. Très clair. T'es d'accord ? Sur ces 250 000, toi, tu ne vas gagner que 20% de la plus-value. Donc, si tu fais x10 sur ces 250 000, ce qui est déjà une sacrée performance en France de faire x10, tu vas toucher 2,5 millions moins 250, ça fait 2 250 000. Sur cette plus-value, tu vas prendre 20%. Ça, c'est ta performance de VC. Donc, tu vas gagner, pour pouvoir gagner 20% de 2 millions, tu as besoin donc de déployer 250 000 et espérer faire x10. Moi, j'ai les 5% gratuitement. C'est-à-dire qu'en ayant 5% dans tes 20% de carry, c'est comme si toi, tu avais acheté 25% de la boîte. Donc, tu avais payé 2,5 millions. Et moi, The Family, Oussama, en tant que partenaire de The Family, j'ai le droit à autant que ton carry en échange de 0 € et 0 centimes. Donc, à ton avis, lequel des deux est le meilleur modèle ? Évidemment. Mais jamais, les mecs, ils ont percuté. Ils n'ont jamais percuté. Ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est le portefeuille que tu es en capacité de créer. Exactement. À une valeur exactement. délirante. Et donc, surtout pour 100 boîtes par an, quoi. Ouais. Donc, t'en as 90 qui vont mal tourner, 80 ? Ouais, t'en as 90 qui vont mal tourner, t'en as 10 qui valent quelque chose et une qui vaut vraiment quelque chose. Ouais. Il suffit que tu aies une boîte à 1 milliard et c'est fini. C'est terminé, évidemment. Ouais. Et donc, ce modèle, à côté, on avait besoin de construire tout un écosystème. Donc, premier écosystème, on fait des événements. Ces événements, on les fait sponsoriser. Ces sponsors nous rapportent de l'argent. Meta nous sponsorisait, Shopify nous sponsorisait, je sais pas qui, Stripe, je crois, un jour a fait un chèque.
Donc, tu gagnes de l'argent en tant que sponsoring, tu fais les événements te rapportent du people flow, le people flow crée de l'inspiration crée du deal flow. Bon, ok. Donc, tu dis, ok, génial. Ensuite, tu te dis, il y a beaucoup de gens qui veulent faire The Family, mais dont on ne veut pas 5%. On va les former, on va les faire payer pour se faire former. On crée Coup d'État. Donc, tu vois, avec Coup d'État, tu gagnes quelques millions. Ensuite, on dit... Quelle année, Coup d'État ? Bon, je sais pas, 2014 ? Ouais. C'était pour financer justement le grand lieu quand vous avez déménagé. Exactement. Ouais. On avait besoin d'un chèque. Et on a produit 250 000 € en 4 semaines, quoi, pour payer le chèque de caution. Ensuite, donc tu vois, c'était très entrepreneurial. C'était pas VC dans l'ambiance, quoi. Ensuite, on se dit, les grands groupes sont quand même très importants. Ils achètent aux boîtes B2B. On va créer une offre de conseil. On va chercher le PDG de Mazars, qui s'appelle Miguel de Fontenay à l'époque, et on le convainc de venir nous rejoindre. Salaire 1 200 000 € par an. On les a pas, mais on se dit de toute façon on va les faire avec. Il va les générer lui-même. Il va les générer lui-même, c'est ce qui se passe. Pathfinder, c'est ça ? Exactement. Et on crée Pathfinder, qui est une boîte qui va nous rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et avant que Miguel arrive, c'était Nicolas qui gérait ça ? Jamais. Nicolas n'a jamais fait 1 euro de revenus. Okay. C'est pas dans sa religion. Il a beaucoup de qualités, mais il n'a pas celle-là. Il ne sait pas. Alice et Nicolas d'ailleurs, c'est le gros problème de notre association. C'est qu'ils n'ont jamais fait 1 euro de revenus. Mais pas 1 euro. Ils n'ont été que des coûts sur mes épaules. La pression, c'était moi. Le stress, c'était moi. Elle fait des événements quand même, Alice. Elle a l'énergie pour le truc. Jamais fait un événement rentable. Elle a organisé plusieurs événements qui étaient censés gagner de l'argent. Elle a perdu de l'argent. En fait, l'argent, c'est animal. Il y a un truc animal avec l'argent. Je sais pas. Il y a des gens, ils savent produire de l'argent. Il y a des gens, ils savent pas produire de l'argent. Tu rentres dans une pièce, tu veux prendre l'argent de quelqu'un. Il y a un côté quasi bestial. Il faut clore un deal, il faut prendre l'argent d'un investisseur, etc. Et ils n'avaient pas ce truc-là. Ils n'avaient pas ce truc-là. Donc, ils n'ont jamais levé 1 euro. Parce que Nicolas se décrit comme ministre des Affaires étrangères de The Family, au contact des institutionnels, au contact du CAC 40, au contact de tout ce qui est extérieur. Mais c'est vrai. Mais pas 1 euro. Mais ce n'est pas lui qui les ramène pour... louer le lieu et faire un événement, faire du sponsoring ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. D'accord. Il ne close pas de deal avec eux. Il ne close pas de deal, non. Il entretient des relations. Et derrière, c'est toi ou des équipes de The Family qui... Il y avait 3 bread providers à The Family. Miguel de Fontenay, qui est... Franchement, de tous les gens avec qui j'ai bossé dans ma vie, c'est un des commerciaux les plus dingues que j'ai vu de ma vie. Ce mec... Lui, il vendait du conseil, en fait, c'est ça ? Il vendait du conseil. Okay. Mais... Quel panache, hein, tu vois. Moi, il m'a donné des leçons, il m'a donné des leçons incroyables. Je me souviendrai toute ma vie. Premier client qu'on signe. Le truc Pathfinder, c'était de dire à des grands groupes, on va construire des startups pour vous. Nous, on voit plein de startups qui sont intéressantes. On a des entrepreneurs qui ont fait faillite, qui sont un peu fatigués. On vous les donne, vous les salariés, ils vous créent des boîtes, c'est donnant-donnant, vous leur donnez un bon salaire. Eux, ils sont contents de ne pas retrouver un job normal et puis après, ils vont se refaire. On a créé quand même des sacrées boîtes dans le cadre de Pathfinder. Par exemple, June, Carole, elle a commencé comme ça, en étant une boîte de Carrefour qui ensuite s'est émancipée. Et donc, le business model, c'est que tu factures le grand groupe un fees de réflexion et ensuite un suivi mensuel. Moi, je suis avec Miguel, je lui dis premier client, il me dit ouais, tu penses que ça vaut combien ? Et je lui dis 70 000. Il me regarde, il dit quoi, 70 000, t'es malade. On va demander 250. Et moi, je me souviens, je me dis mais personne va payer ça à 250. Bah si, les gens, ils ont payé ça à 250. Donc ça, c'est une très bonne leçon acquise pour moi. Je me suis rendu compte que le prix... Les gros deals, c'est possible. Le prix n'est qu'une question de perception. Et la perception, ça se crée, etc. Et le deuxième bread provider, c'est Balthazar de Lavergne, qui est le seul dans The Family avec moi à savoir faire des deals, à savoir convaincre des VC, etc. On a eu Jean de la Roche-Brochard qui a eu un passage pendant 2 ans chez nous, qui a été un autre bread provider extraordinaire, qui était un lever exceptionnel. Mais voilà. Mais Alice et Nicolas, grosso modo, toutes les startups qu'Alice et Nicolas nous ont amenées ont été que des migraines. C'était même à la fin un sujet de tension, en fait, entre Balthazar et moi. Et eux,
c'est qu'en fait, Balthazar et moi, on était en mode arrêtez de nous créer des emmerdes, en fait. Juste, c'est pas grave, tu vois, enfin, vous avez vos parts, juste laissez-nous tranquilles parce que vous ne savez pas évaluer les fondateurs, vous ne savez pas faire de private equity, vous ne savez pas. En plus, ils prenaient des boîtes complètement débiles dans lesquelles on ne pouvait pas lever et ensuite ils nous les mettaient sur le dos à Balthazar et moi en disant pourquoi vous ne levez pas pour eux. Nous, évidemment, on les traitait mal, ces boîtes-là, parce que elles n'avaient pas de valeur. Elles n'avaient pas de valeur et puis surtout, on ne les avait pas choisies et puis on ne comprenait pas. Et comme eux n'étaient pas capables de faire le process jusqu'au bout, c'était genre chacun fait son travail dans l'équipe, chacun est dans son... tu dis, ouais, mais attends, je ne peux pas faire ce boulot, quoi. Quand même, j'entends le ressentiment non, mais je sais même pas... à l'époque, c'était... T'étais l'incarnation de The Family, le leader, tu générais de l'argent. Si tu as 2 associés qui sont aussi mauvais que ça, pourquoi tu les sors pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je vais te... Tu sais, il y a un truc assez marrant. Quand je pensais à faire cette émission avec toi, je me suis dit, sur mon LinkedIn, il y a eu un témoignage qui a été mis par un employé de The Family, que je vais te lire. Et tu vas comprendre pourquoi rétrospectivement c'était comme ça. Donc il dit, j'ai entendu 1001 choses sur Oussama. Moi, il a été mon professeur sur YouTube, puis mon boss lorsque j'ai rejoint The Family en tant qu'employé de 2018 à 2020. Et enfin, un conseiller privilégié depuis que je monte ma boîte. Évidemment, au fil des années, des souvenirs et des épreuves surmontées, nous avons, je crois, lié une relation d'amitié. En tout cas, je ne peux objectivement citer personne dans mon entourage, je suis blablabla. En tant que boss à The Family, j'ai vu un dirigeant avec beaucoup de responsabilités et de stress sur les épaules, même si je crois profondément qu'il faisait tout pour le camoufler, tenir la barre haute. Donc tout le monde s'accordait à dire qu'il crée la grande majorité, si ce n'est toute la valeur, au sein de l'entreprise, de manière même disproportionnée. Situation dont tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait régler cette situation ASAP, d'un point de vue stratégique pour la société. Et en fait, quand tu t'associes à quelqu'un, tu t'associes à égalité parce qu'au point de départ, tu as égalité. Et encore une fois, Alice et Nicolas, j'aurais jamais pu faire The Family sans eux. Si Alice, elle n'avait pas créé les événements, le lieu, la déco, l'image, tout ce qui allait avec, et cet écrin dans lequel j'ai évolué, ça aurait ressemblé à quelque chose de très différent, The Family. Nicolas, il a donné des relais qui étaient inimaginables pour une boîte comme The Family, au terme de contact avec l'Élysée, avec l'État, avec tout ça. Mais le problème... Ça avait de la valeur, ça? Ça avait beaucoup de valeur quand on a démarré. Parce que tu es dans ça un milieu... légitimer. Puis tu es un milieu hostile, en fait. Puis vous étiez quand même... C'était aussi un peu l'ambiguïté. C'est que tu défendais en permanence l'esprit pirate. Ouais. Et on a un inspecteur des finances qui va discuter avec le ministre de l'économie. C'est la France, quoi. D'accord. Il y a un moment, tu dois être le plus insider des outsiders et le plus outsider des insiders, tu vois. Sauf que tu démarres à égalité, mais 7 ans plus tard, tu n'es plus à égalité. Ouais, mais 2 ans plus tard, tu n'es plus à égalité. Il ne faut pas 7 ans pour découvrir que c'est toi qui crée la valeur. Non, bah ouais, j'ai été lâche. J'ai incapable d'aborder ce sujet avec eux, quoi. Vraiment... Je ne sais même pas comment tu fais. D'ailleurs, c'est un problème dans beaucoup de startups. Hein. C'est que je ne sais pas comment tu fais pour aborder ce sujet. Pour te dire, quand il y a eu LGT qui a investi chez nous, Balthazar m'a dit, tu sais, s'ils parlent à Alice et Nicolas, t'es sûr qu'ils n'investiront pas. Qu'ils n'investiront pas. Et j'ai dit à Balthazar, mot pour mot, je lui ai dit, écoute, tout l'enjeu, c'est qu'ils viennent et qu'ils aient l'impression de parler avec Alice et Nicolas, mais à aucun moment qu'ils parlent à Alice et Nicolas. J'étais dans des stratégies comme ça, quoi, pour cacher le... À ce point-là. Ouais. Mais je me souviens d'une vidéo de toi à l'époque. Je te regardais, tu me disais... Enfin, tu me disais pas moi, tu disais à la caméra. Heureusement que je suis pas CEO de The Family et que c'est elle qui est la CEO. C'était elle la CEO quand même, tu vois. Oui, et je sais que peut-être c'était une manière pour toi de leur donner leur espace ou quoi que ce soit, mais... tu valorisais quand même, tu vois, ta relation avec elle. Tu aimais beaucoup Alice. Mais il y a un moment, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal et fidèle. J'ai plus que valorisé. Je les ai protégés, mis sur un piédestal, jusqu'au jour où, d'un seul coup, les problèmes, c'était plus les miens, mais c'était les leurs. Et ce jour-là, c'était moi qui étais responsable de tout. Et en fait, c'est toujours le sujet. C'est là où tu vois qu'il faut savoir prendre tes responsabilités. Si j'avais viré Alice et Nicolas, pris le pouvoir dans The Family, mis les actionnaires au pas, remboursé les SPV qui n'allaient pas et tenu le truc d'une main de fer, on n'aurait jamais eu aucun problème. Le
problème, c'est que j'ai été lâche, j'étais incapable de le faire, j'étais incapable d'aller au conflit avec eux. Et ça t'a jamais traversé l'esprit? Tu t'es jamais dit j'ai 33% d'une boîte qui est en train d'avoir un portefeuille qui se valorise en dizaines, centaines de millions. J'ai 2 associés qui ont très peu de valeur ajoutée. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde acceptera que tu vois qu'il y a une sortie. Enfin, dès qu'il y a un associé qui déconne, ça t'a jamais. Incapable. J'étais incapable de faire ça à des membres de ma famille, quoi. C'est ça, c'est qu'il y avait aussi une relation quand même extrêmement forte. Les deux, c'était des membres de ta famille, Nicolas comme Alice, Alice comme Nicolas. Oui, bien sûr. C'est pour moi, c'était l'idée que jusqu'au bout, il fallait que je les protège, quoi. Après, quand j'ai vu leur attitude et leur ingratitude pour ça. Par exemple, moi, il y a un truc, je ne sais pas comment ils font pour dormir avec. J'ai quitté The Family il y a 5 ans. Quand j'ai quitté The Family, je représentais 98% de la nave, à moi tout seul. Je me dis quand même, ils se disent quand même que tout l'argent qu'ils ont depuis, c'est de l'argent que j'ai produit, tu vois. Et non, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Tu les écoutes, c'est eux les deals, c'est eux les qui ont attiré les entrepreneurs, c'est eux qui ont... Qu'est-ce qui a fait que The Family a si bien fonctionné? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens t'ont découvert par les vidéos YouTube. Tu étais le premier à parler intelligemment d'entrepreneuriat au grand public et à insuffler l'esprit Startup Nation. C'était quoi la magie de The Family? C'était Balthazar et moi. Okay. Balthazar, il faisait quoi là-dedans? C'était Oussama Bis. Il était capable de faire des office hours comme toi. Mais il a même fait des deals mieux que moi. C'est la seule personne qui a été contrarienne avec moi et qui a gagné de l'argent. Où je dis, non, mais jamais de la vie, frère, tu vas faire ce deal, c'est de la merde. Il le sort. Et il le sort, et il va jusqu'au bout. Il était extrêmement talentueux. Il arrive quand, Balthazar? Il arrive en 2014. Très tôt. Très tôt, oui. Il reste jusqu'à quand? J'ai tout fait pour qu'il sorte un an avant qu'on se foute sur la gueule, parce que je sentais qu'on allait se foutre sur la gueule, je voulais pas que... Et donc j'ai manœuvré de malade pour qu'il sorte par la porte haute. Je voulais pas qu'il soit entre papa et maman le jour où ça partira en vrille. Et il l'a été? Non, personne... Il a réussi à sortir? Il est sorti non seulement il est sorti par la porte haute, personne l'a fait chier, personne n'est venu lui demander quoi que ce soit, c'est plutôt une réussite, ouais. Mais pour finir là-dessus, c'est un vrai sujet, les inégalités entre fondeurs, et surtout quand tu n'as pas de gouvernance. Parce que nous, notre problème, c'est qu'on n'avait pas d'actionnariat fort, en fait. Donc, il n'y avait personne pour venir dire « Les gars, vous faites quoi, en fait ?» Et donc, Après... C'était quoi la gouvernance au jour le jour, justement? Qui signe? Qui prend des décisions? On signe tous, on prend tous des décisions. Les embauches, là pour le coup, tu rencontres Alice, tout le monde non, même pas. Non, Alice on embauche plein de gens, pour le meilleur ou pour le pire. Mais bon, ça fait partie du jeu. En fait, on est une boîte extrêmement flat, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de sujet. Et puis c'est vrai que le sujet numéro 1, c'est comment tu crées de la valeur, d'où vient cette valeur. Tu prends par exemple Coup d'État, qui est quand même le sketch. Coup d'État, c'est ma gueule qui produit des cours et donc il valorise mon image en fait. Je quitte The Family, continue de vendre Coup d'État alors qu'il m'attaque. Et à un moment, même eux se disent ça commence à devenir trop compliqué. Donc ils disent à la CEO de Coup d'État, faut enlever Oussama du site et puis. On va trouver d'autres profs pour faire des cours, faire des formations, gagner un truc. Et Coup d'État fait faillite en 6 mois. Avec en fait un constat qui est que s'ils n'ont pas ma tête sur leur truc, ils ne vendent pas. Et là, ils font un truc... Imagine, Coup d'État, c'est des années de construction de communauté, c'est des gens qui ont payé pour un accès à vie. Ça ne coûte rien de laisser les trucs en ligne. Ils font faillite, ils ferment le site internet Coup d'État, ils n'envoient même pas un email aux clients, tellement ils sont pitful. Et tu te retrouves avec tous ces gens, des gens qui ont acheté Coup d'État genre 2 semaines avant que ça ferme. Qui sont vénères. Et qui sont vénères et ça, et qui viennent m'insulter moi. Parce que c'est ma gueule sur le site. Et donc je leur explique que moi, Coup d'État, j'y suis plus depuis 5 ans que je suis parti et que c'est pas... Enfin, que je veux bien être responsable, mais que c'est quand même compliqué. Et donc là, tu vois, ça montre en fait vraiment la mécanique en fait de création de valeur jusqu'au bout,
qui n'est pas reconnu, en fait. Même après le départ. Si tu dis que je suis un fraudeur, punis-moi pour ma fraude, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas non plus, sous prétexte que j'ai fraudé, enlever tous les gains légitimes et toute la valeur créée légitimement. Donc c'est un vrai sujet de perception. En 2013, il y a un SPV qui est créé. Ouais. Il est créé... C'est en 2013 qu'il est créé, Momentum ? Momentum Machine. Ouais. Il est créé, je l'ai sur paper, ça, le 24 mai 2013. Ouais. Et un SPV qui s'appelle The Family for Momentum Machine. Ouais. Son dirigeant, c'est The Family Paris. Ouais. Il sert à quoi, ce SPV ? À l'époque, il sert à investir dans une boîte qui s'appelle For Momentum Machine. Ok. C'est pour ça que c'est assez logique, d'ailleurs. Donc, à l'époque, en 2013, Jean travaille chez nous, Jean de la Roche-Brochard. Ouais. Et je passe... Donc, à l'époque, je passais beaucoup de temps en Californie parce que je n'avais pas coupé les ponts. J'essayais de faire un mois et demi en Californie pour rester dans le cœur de la machine, ramener des gens vers The Family, parler à des invests et tout. Et il y a un mec qui me dit « Putain, je suis en train d'investir dans un deal hors du commun qui s'appelle Momentum Machine, qui est grosso modo des robots pour faire un McDonald's 100% robotisé. » Ok. Et les mecs, ils ont une offre pour être achetés 10 millions de dollars par McDonald's. Ils ont dit non. Ils ont dit qu'ils allaient enterrer le CEO de McDonald's. Très American fashion, tu vois. Et les mecs lèvent de l'argent pour ça. Et ce serait trop cool que The Family investisse. Et nous, on n'avait pas d'argent. Mais on avait des actionnaires qui avaient de l'argent. Et je me dis, putain, alors à l'époque, il n'y a pas encore Overlord. Il n'y a pas de plateforme pour faire des SPV facilement. Hein. Et donc, je réfléchis pas trop. Et j'ouvre cette SAS, For Momentum Machine, et j'essaye de convaincre les gens d'investir dans le deal. Bon. C'est le premier SPV de l'histoire qui foire. Okay. Qui foire en raison de la levée de fonds qui n'existe pas, quoi. Qui n'aura pas lieu. Personne n'investit. Genre, les gens sont pas... je crois que le ticket que j'avais négocié avec le fondeur, c'était 500 000 €. Je crois que j'avais réussi à collecter 80 000. Ok. J'essaye de quand même pousser pour mettre les 80 000. Le mec me dit, ouais, t'es gentil. Ok. Et déjà, tu m'as fait Machine, perdre une semaine. Momentum Machine, ça va aller super haut. Il y a Google Venture qui va investir à 300 millions de valo. Et les deux fondeurs vont se foutre sur la gueule et la boîte va mourir. Ah ouais, bon. Vous auriez peut-être pu sortir à 300 millions. Ça aurait été pas mal. J'aurais pu sortir. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc, le SPV dort sur l'étagère. Sur une étagère, tu vois. Et puis, quelques mois plus tard, genre 1 an et demi après, Jean de la Roche-Brochard fait la série B de Capitaine Train. Et dans le cadre de la série B de Capitaine Train... Il fait ça dans le cadre de The Family ou il fait ça dans le cadre de The Family, ouais. Okay, donc il les accompagne pour lever de l'argent. Ouais, exactement. Et comme on était Capitaine Train, c'est quoi à l'époque ? C'est une boîte qui vend des tickets de train qui va devenir Trendline après. La SNCF était tellement galère pour acheter un billet de train. En quelques clics, ils te permettaient de faire ta destination et t'acheter ton billet de train. Exactement. Et Jean, il me dit, écoute, j'ai négocié un ticket pour nous parce que comme on n'avait pas on prenait pas de frais de levée de fonds. C'était très important pour nous de ne pas prendre de frais sur les levées de fonds pour être aligné avec les fondeurs. C'est un truc assez compliqué à comprendre, mais si tu es aligné sur la levée de fonds, ton seul but, c'est que la boîte lève des fonds. Et tu gagnes comment ta vie alors là-dedans ? Pourquoi tu fais ce service gratuitement ? Parce qu'on le fait. Parce que ça fait partie de l'accompagnement, quoi. Ouais, puis c'est l'écosystème. Non, mais même pas. Le mec, c'était un ancien client de Jean. Il avait des problèmes pour lever. Pay it forward. C'était Jean-Daniel Guyot ? Jean-Daniel Guyot, ouais, exactement. Et donc, il n'y a pas de raison que. Il faisait partie de The Family, vous aviez 5%. Mais pas du tout. Pas. Zéro, c'est une boîte qui avait été créée. On n'a même pas eu 1% ou quelque chose. Ok, vous avez juste... Les VC se sont opposés au fait qu'on reçoive le moindre equity pour notre travail. Et comme, c'était quelle date, ça ? C'est quelle année ? On est en 2015. Ok. Ou 2014. Fin 2014, début 2015. Et donc, Jean, il dit, j'ai négocié machin, on met un peu, on a 20% de carry, et puis, tu vois, ça nous donnera un peu un upside. Et je lui dis, ouais. Et là, évidemment, je fais aucun travail. Je ne vérifie pas si fiscalement, c'est intelligent d'avoir une SAS ou pas. On a le truc qui est là, posé sur une étagère, Momentum. On fait la comptabilité de capital, tous les ans, bien sûr. Et on envoie l'argent, quoi. Et là, vous aviez pas mal grossi en plus, parce qu'entre 2013 et 2014, vous avez
c'est plus facile pour vous de lever de l'argent du fait de C'était ta plus notoriété. facile. Puis le deal, les gens comprenaient mieux. Jean-Daniel Guillot, il était quand même très connu dans l'écosystème et tout ça. Et donc, on lève 300 000 €, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire, je ne sais plus exactement, mais bon, voilà. Puis on participe, etc. Okay. Voilà, c'est comme ça que... Enfin, je ne sais pas où tu veux en venir. Non, mais écoute, c'est très utile. Donc, vous levez en fin 2014 ouais, je crois, ouais. Pour Capitaine Train. Les dates sont floues. Le SPV prend un petit pourcentage de la table de capitalisation. Je ne sais pas quelle était série B. La valeur devait être aux alentours de 10 millions, un truc comme ça. Plus. Ouais, c'était plutôt 20 millions, mais oui. 20 millions, ok. Donc vous aviez vraiment un petit pourcentage du Exactement. truc. Et c'est quoi le destin de Capitaine Train derrière ? Et donc Capitaine Train se revend à KKR avec une opération en cash immédiat pour un prix donné et un complément de prix en actions de la boîte qui rachète dans le cadre d'un build-up en private equity KKR. À quelle date Je suppose en 2019, moi. Ça te parle 2019, non, 2018, je dirais, mais... Alors peut-être 2018, puis ça... En tout cas, les comptes qui sont publics là sur Papers, il y a un résultat net du véhicule, il y a une perte de 1 500 € sur 2018 et il y a un gain de presque 3 millions d'euros, de 2,89 millions en 2019. Ouais, ok, 2019 alors. Donc j'imagine que c'est à ce moment-là. Je vous prends juste une petite seconde pour vous inviter à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux. On a besoin de votre soutien. Ça prend une seconde. Faites-le et allez en kiosque pour découvrir notre mensuel Le Revenu aujourd'hui sur Investissez avec la science. Merci, bonne continuation. Et donc c'est quand même des années plus tard, ce qui est assez logique, quoi. 5 ans plus tard, le temps qu'il y ait une maturité. 2019, on est très proche du Covid et de ce qui va arriver plus tard. Et moi, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a un meeting, il y a toi, il y a Alice, il y a Nicolas, peut-être d'autres, je ne sais pas exactement qui était là. Et on constate une chose, c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire qu'on a vendu la boîte. Les fameux 2,8 millions étaient là sur le compte et ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus et c'est pas aller dans la poche des actionnaires du SPV, ce qui en principe est attendu, parce qu'un SPV, c'est un véhicule qui est juste là pour réaliser un investissement et disparaître après. Et il y a cette réunion, et là, il y a un grand silence. Et c'est pas aussi dramatique que ça. c'est plus mondain que ça, mais moi, c'est mon premier traumatisme, en fait. Moi, grosso modo, quand l'opération KKR a lieu, KKR utilise un instrument pour nous racheter au Luxembourg, qui n'est pas reconnu en droit fiscal français et qui nous rend responsable de l'impôt dès 2017, alors que le cash n'est pas touché. Et il paye avec un instrument exotique que le fisc français considère comme du cash, alors que c'est pas du cash. En 2017, il y a déjà une signature, mais sans cash, quoi. Exactement. D'accord. Et avec une petite partie de cash qui donc toi, ça te fait du CA, donc de l'impôt. Et qui couvre même pas, le cash qu'on reçoit couvre même pas l'impôt que tu dois payer derrière. Bah oui, si tu fais 3 millions... Et donc, je me rends compte, en fait, que ce dossier a été tellement monté, alors qu'on a une victoire, qu'on va donner aux impôts... Pas de victoire, en fait, x10, grosso modo. Ouais, grosso modo, mais qu'on va donner pratiquement tout aux impôts. Et bon... Pourquoi tu donnes pratiquement tout ? Parce que tu aurais des pénalités, fait, c'est ça Non, c'est pire que ça. C'est qu'en fait... on devait payer l'IS, ensuite on devait payer l'impôt sur les dividendes, et on devait le payer sur une assiette plus large que le cash reçu. Mais d'autres cash auraient suivi après, quoi. Inch'Allah, frère. Inch'Allah, ouais, bien sûr, t'es pas certain. D'abord, tu sais ce que tu as reçu, tu sais pas ce que tu recevras demain. Puis, des build-up KKR qui foirent, il y en a qui réussissent, il y en a qui foirent. Évidemment. Et donc, moi, je me dis, pas question. Et donc, l'idée que j'ai, c'est de vider les comptes de la boîte et de les faire remonter en facturant cette boîte. Et avec la holding, de racheter les actionnaires pour qu'il n'y ait qu'un incident fiscal, qui est l'impôt sur les plus-values. Ok, donc en fait, tu crées du déficit l'année où tu es censé avoir ce chiffre d'affaires. Exactement. Et résultat, moi, je me sens hyper malin. Je me dis...
Les mecs, ils auraient dû payer ça. Et là, il y a un actionnaire qui dit, mais attendez, votre carry, il était de 20%, mais avec ce montage, c'est comme si vous aviez 35% de carry. Et effectivement, parce que grâce à ce montage, nous-mêmes, on gardait plus que notre part d'impôt, etc. Et donc, mécaniquement, si tu comptais par rapport à l'enveloppe totale, ça faisait plus d'argent. Donc moi, je dis au mec, t'es gentil, mais si je touche mon carry, toi, tu touches pratiquement 0. Là, il s'avère que tu touches plus que ce que tu espérais, le tout avec un montage légal. Et nous, on touche plus d'argent. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Laisse tomber. Le mec, il écrit aux Échos disant qu'on a volé l'argent. C'était qui, ce mec ? Je me souviens plus de son nom, un blaireau. Membre qui avait mis 10 000 euros dans le véhicule, quoi. D'accord. Les résultats, ils se montent tous la tête entre eux. Ils font un comité. Sacha Bénichou nous représente. Ok. Il est où l'argent ? Pourquoi l'argent est plus sur les comptes ? Bah oui, enfin, l'argent est plus sur les comptes parce que... Et en fait, moi, je pète un câble. Je me dis, mais attendez, on est en train de vous faire gagner et vous pouvez pas supporter l'idée qu'on gagne plus que ce qu'on aurait dû gagner. Alors que, littéralement, fiscalement, vous gagnez plus. Tu vois, on avait fait des tableaux, etc. Les mecs voulaient rien entendre. Là, Sacha Bénichou nous dit, ils vont porter plainte au pénal, il faut leur donner ce qu'ils veulent et tout. Alice et Nicolas prennent peur. Et Alice et Nicolas font la première rupture entre nous. Et ils disent aux actionnaires, bah voilà, on va prendre des actions de Oussama, parce que c'est lui qui a fait ce montage, et on va vous les donner en plus du montant de cash pour vous calmer, quoi. Donc, grosso modo, moi, je devais payer en actions le truc. Mais parce que tu avais des actions dans le SPV ? Non, mais moi, j'avais des actions The Family. Vous avez utilisé une partie de mes actions The Family comme dédommagement pour mon montage exotique, tu vois. Ok. Et là, il y a plusieurs actionnaires qui ont dit, mais non, mais c'est pas Oussama le responsable, c'est vous trois. L'argent, il a été utilisé par The Family. Cet argent... Mais attends, on peut s'arrêter juste sur cet argent utilisé par The Family. Ouais. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y avait un SPV qui a fait une exit, qui a reçu de l'argent, et The Family prend cet argent. Oui. Et... pour racheter les actions en bas. Sauf que nous, on prend plus que le montant du carry, en fait. Oui, mais moi, ma compréhension, peut-être qu'elle est imprécise, mais c'est que cet argent, il est pris par The Family. Et après, il sert aux expenses, il sert à payer les salaires, à payer il y a plusieurs parties de l'argent. Les charges, il y a plusieurs parties de l'argent. Il y a l'argent qui est utilisé... il y a l'argent avec lequel on voulait racheter une partie des actionnaires. Et il y a l'argent qu'on a... Le fameux super carry, en fait. C'est cette partie-là qui fait débat, en fait. Parce qu'eux, ils disent on ne doit pas être acheté X, on doit être acheté Y. Sauf qu'on leur dit oui, mais c'est plus que le gain fiscal, etc. Donc, il y a tout un débat technique là-dessus. Et sauf que nous, on a déjà dépensé l'argent. Et donc, on se retrouve à n'avoir qu'une partie du capital et pas... Mais donc là, à ce moment-là, vous ne dépensez que l'argent du carry qui était censé être le vôtre. Ce qu'on estime être notre part à nous. Parce que moi, ce que m'a raconté la personne que j'écoutais, c'est que c'est 100% de l'argent qui a été dépensé. Non, parce qu'à l'époque, on avait... Et que justement, vous avez refait une levée de fonds derrière. On n'a pas fait de levée de fonds. Enfin, vous êtes allé combler, boucher les trous. Non, on a bouché le trou de l'excès de trucs. On a récupéré l'argent pour payer Momentum, la part. On a fait le virement. Et ensuite, on a été chercher l'excès. Mais je pense que la personne qui t'a parlé, je ne suis même pas sûr qu'elle a compris ce qui s'est passé. Hein. Ok. De toute façon, même en complexe, interne... Hein. Même là... Même en interne, tu vois, les gens ne comprenaient pas. Et les gens ne comprenaient pas ce que les gens ne comprenaient pas. Et c'est ce que moi, j'expliquais. Ce que j'essayais d'expliquer aux actionnaires et ce que j'essayais d'expliquer à tout le monde. The Family, on avait une NAV qui était 10 fois le montant de l'engagement. Et dans cette NAV, on avait plusieurs éléments de liquidité qui étaient faciles à faire pour nous. Donc moi, ce que j'expliquais aux gens, c'est arrêtez de me faire chier avec vos histoires dans le SPV. De toute façon, au pire du pire, si on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le montant, etc., on pourrait toujours liquider une partie de notre portefeuille pour payer plus que le SPV. Et
nous, on a toujours, dans le cadre de The Family, fait de la cavalerie dans les deux sens sur les SPV. Ok, mais c'est ça qui m'intéresse. Parce que d'un côté, on avait des fois des SPV qui étaient souscrits avant d'être engagés. Et donc cet argent, il nous arrivait de l'utiliser pour faire d'autres choses, le temps de payer, puis on revenait payer après. Ok, donc ça, attends, on s'arrête une seconde. Tu lances un SPV. Ce que tu dis, c'est il est souscrit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent de l'argent dans ce SPV. Tu peux pas l'engager parce qu'il y a des fenêtres pour racheter des titres ou quoi que ce soit. Donc tu as de l'argent qui dort en fait sur un compte bancaire. Exactement. Et ce que tu dis, c'est qu'il était monnaie courante et pratique chez The Family d'utiliser cet argent qui dormait sur un compte bancaire parce que, comme tu le dis, tu avais le coussin de sécurité de la NAV derrière qui faisait que, oui, on va utiliser cet argent, mais vous en faites pas, l'argent reviendra parce qu'à un moment, on liquidera une partie du portefeuille et on pourra le retrouver. On en a besoin. Moi, j'avais une vision gestion du risque et je n'avais pas l'impression de prendre du risque. Parce que tu savais qu'il y avait derrière un très gros portefeuille capable de rembourser l'enjeu des encours. Mais le truc, c'est qu'on avait un omnibus, un compte omnibus. On n'avait pas... normalement, le SPV, il devrait avoir un compte en banque. Ce compte en banque devrait être un Chinese Wall. Nous, 100% des opérations étaient envoyées sur le même compte en banque. De quelle société ? De The Family Global Godfather. Il n'y avait qu'un seul compte bancaire pour tous les SPV ? Pour tous les SPV. Ah oui, donc c'est une espèce de... Et ça, c'est le point technique que Nicolas et Alice font semblant d'oublier dans leur truc. C'est que de nombreuses fois, leurs salaires ont été payés par l'argent des SPV, le temps qu'on ait de l'argent qui revienne ailleurs, etc. Moi, c'est ce que j'ai compris sur Momentum Machine, en tout cas. Oui, mais Momentum Machine, c'est un dossier complexe. Il y a une partie de cet argent qui était disputée, une partie qui a été payée. J'entends. Et la partie qui était disputée, au moment où elle a été disputée, l'argent avait disparu depuis longtemps. C'est ce qui a fait péter un câble. Parce que quand les gens disent qu'il n'y avait pas l'argent, bah oui, il n'y avait pas l'argent. Nous, on pensait que c'était le nôtre, on l'avait dépensé, on avait travaillé. Mais là, vous n'avez pas sciemment utilisé l'argent que vous ne saviez pas être le vôtre. Non. Avec cette logique qui est la tienne de dire de toute façon on a la NAV donc on vous remboursera à un moment venu. Exactement, non. Ok, d'accord. Mais par contre, c'était pas le cas sur Momentum Machine, mais c'était le cas sur les autres SPV. Oui, mais avec toujours la même logique qui était, on avait des opportunités. Je te donne un exemple tout bête. Il y a une boîte de The Family à un moment qui avait un trou de 300 000 € qui allait mourir. Qui est une boîte qui allait bien. Si on fait planter par un client qui était Victoria's Secret en Italie, si je me souviens bien de... les mecs qui t'appellent en urgence, ils te disent voilà, on a 45 jours là, on n'a pas de cash, mais il s'avère que on est sûr que ce client-là va nous payer à ce moment-là et ça ira. Bon, les banques peut-être pas, les VC, mais quelle blague. Alors, est-ce qu'un VC c'est sortir machin ? T'appelles Tonton Housse et Tonton Housse il dit il s'avait qu'il y a 300 000 €. Il y a un SPV qu'on vient de monter, on peut pas le dépenser, ça sert à rien. Tu vois, le truc, il attend. Vas-y, on le paye. Et tu vois, il y a Damien Morin qui a fait une interview chez Stéphanie où il a l'air de devenir un expert en SPV en disant oui, moi j'ai appris qu'ils utilisaient l'argent et tout. En fait, le truc, c'est que il y a des boîtes dans lesquelles on levait de l'argent, mais on disait à la boîte, on va pas vous donner l'argent parce qu'en fait, on va vendre les parts qu'on a, nous, au nominal, au SPV pour faire de l'argent pour The Family. C'était aussi une autre forme pour nous de sécurité. Puisque tu as 5%... Tu rachetais ton portefeuille, quoi. Tu rachetais ton propre portefeuille, ça te générait du cash qui te permettait de faire vivre l'ensemble du portefeuille. Et les invests rentrent à la valo qui était prévue. Et les invests rentrent à la prévue. Et donc après, Damien, il dit, résultat, l'argent était détourné pour d'autres usages que celui que moi, membre du SPV... Mais attends, en tant que membre du SPV, tu signais un contrat qui disait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais, enfin, tu dois quand même, à la fin... donner un portefeuille au SPV. Oui, mais ils l'avaient. Ils avaient leur part. Tu vois, et les parts en secondaire ou qu'il est en primaire, on est d'accord. Mais c'est tout le sujet. Tout le sujet, c'est que les types découvrent ce qu'est le secondaire 3 ans après et découvrent que cet argent était dans la famille. Ils disent que c'est un détournement. Mais c'est parce que c'est une méconnaissance technique du monde du private equity et du monde de tu as ton portefeuille, tu le marques up à un prix qui est un prix du tour. T'as pas de sujet, c'est pas comme si j'étais en train de marque-uper mon propre portefeuille. Bien sûr, t'es pas en train de survaloriser ton truc. Je suis pas en train de survaloriser le truc. Et je me retrouve à vendre des parts dans ce deal. Donc le cash est bien le tien. Et donc le cash, c'est bien le mien, évidemment. Et ce cash, je l'ai pris avant. J'ai donné les parts après parce qu'il s'avère qu'on est dans une gestion hyper tendue. Mais ça, à la limite, c'est moins choquant que le scénario que tu décrivais avant de cavalerie,
où tu lèves l'argent, tu t'es pas encore engagé, mais tu vas payer le salaire de Oussama, d'Alice, de Nicolas. Et ça, c'était monnaie courante. Ça, c'était monnaie courante. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça qu'on a tenu avec si peu de cash pendant autant de temps, en fait. Ouais. En fait, quand tu dis les levées de fonds ne nous rapportaient pas d'argent, c'est vrai. Parce que on travaillait avec l'argent. Tu facturais pas dessus. Mais l'argent était utilisé pour faire vivre The Family. Et de toute façon, c'est ce que tu dis, c'est que toi, ta logique, et qui est une logique financièrement un peu compliquée, mais c'est de te dire, les gars, vous en faites pas, j'ai Algolia en portefeuille, j'ai des super boîtes, je sais que je vaux au moins 100 millions. Donc derrière, si à un vous moment, allez retrouver votre cash. Si à un moment il y avait un problème de défaut, on liquiderait ce qu'il faut liquider. Et puis, on joue à un jeu tendu de création de nav, et on joue de la façon tendue, en fait. Et c'est vrai que ça allait très bien à tout le monde. Il n'y a personne qui a rien venu dire là-dessus pendant des années. Et le jour où je suis parti, d'un seul coup, ils ont dit « Ah non, mais on ne savait pas, on n'était pas au courant. » Moi, de tout ce que j'ai entendu avec l'affaire The Family, le truc qui me choque le plus, qui m'énerve le plus, c'est qu'on ait laissé 2 dirigeants d'une société à part égale, avec les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes informations, qu'on signait les comptes. Parce que Nicolas Collin, c'était quand même celui qui signait les comptes auprès des auditeurs. Comptes audités. Et qu'ils aient le droit de dire « on ne savait pas, on s'est fait avoir » et qu'ils ne soient pas tenus responsables. Parce que si c'est vrai, moi je suis extérieur. Il y a un mec qui ment à ses 2 associés, les 2 associés ne voient pas, ils sont incompétents pour moi. Il y a un moment... Donc soit ils savaient... surtout que tout est dans le même compte, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde de loin, qu'il y a plein de structures, plein de juridictions, plein de comptes, etc. Mais tout passe... Non, tout était dans le même omnibus, Donc, sur ce compte, il y a de multiples regards dessus. Bien sûr. Quand quelqu'un fait un virement, tout le monde le sait. Il y a une chaîne de vérification et de confirmation avant que ça puisse être envoyé. Exactement. Mais tu t'es pas dit que cette gestion tendue, à un moment, la musique pouvait s'arrêter et... encore une fois, moi, je me disais que le portefeuille était tellement beau que, de toute façon, au pire, si la musique s'arrête, on vendait, on liquidait. On arrête le truc et puis on arrête. Voilà. Et on voit jusqu'où on a été. Encore une fois... C'était quoi, tu penses, la valeur du portefeuille de The Family quand j'imagine que vous l'estimiez c'est très simple, on l'estimait... moi, quand je suis parti, il valait 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Pas plus que ça. C'est déjà beaucoup, c'est sûr. Pour une boîte qui avait levé 15 millions au total. Sur 10 millions, ça fait... Enfin, sur 10 ans de vie, c'est très bien. 10 ans de vie, Combien elle a levé au total, tu dis ? 15 millions le total. J'ai réécouté Nicolas qui disait plutôt 23 sur la société... Parce qu'à mon avis, il compte aussi ce qu'on a levé dans le compte des SPV. Ah oui. C'était pas plus que ça sur les SPV, il y avait 7 millions, Ah oui, c'était relativement faible sur une dizaine d'années d'existence et ça a commencé avec Momentum Machine de manière moins... non, c'était... De toute façon, les SPV, ça n'a jamais marché chez The Family. Ah oui, c'était pas le truc... C'était beaucoup d'emmerdes pour pas grand-chose. Que vous étiez un peu tôt aussi, quoi. C'est que les gens ne comprenaient pas encore l'intérêt de SpaceX, quoi. Non, ils ne comprenaient rien. Donc ça attirait moins. Aujourd'hui, faire un SPV sur SpaceX, ça attire massivement les foules. Et donc, toi, tu t'es dit, si jamais ça ralentit, au pire... La nave est créée, elle est là, on n'arrivera plus à lever. Le dernier de la pyramide, on lui dira excuse-nous et on te remboursera quand tout se mettra à l'équerre. Toi, à quel moment tu as voulu changer, tu as voulu faire autre chose ? Moi, c'est le Covid. Pendant le Covid, j'ai découvert que j'avais 2 associés qui portaient des masques et se vaccinaient, grosso modo. Tu sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu ça. Ils ont vu leurs employés avec des masques, ils se sont dit non mais je peux pas travailler avec des gens comme ça, c'est pas possible quoi. T'es en visio, t'es chez toi tout seul, t'as un masque, c'est pas possible. Et puis moi si tu veux, c'est le moment où moi je faisais la fête. Alice me disait que j'étais une menace pour l'image de The Family, que je représentais pas les valeurs de The Family. Moi je me disais mais attends, on n'est pas capitaliste et libertaire. Non, en fait, on cherche le bien-être de la société et tout. En fait, j'ai découvert pendant le Covid que j'étais associé de gauchiste, quoi, en fait. Mais c'est fou parce que tu te dis, mais tu n'as pas découvert avant ? Non, je n'ai pas découvert avant. Et là, en fait, a commencé, tu vois, une espèce de guerre silencieuse entre nous, où à la sortie du Covid, on a fait une médiation. Attends, revenons même un peu avant. Moi, tu m'avais dit il y avait 3 moments clés. Une discussion avec LGT où tu te dis que tu vas arrêter.
Tu peux raconter ces anecdotes si elles te reviennent? Bien sûr, avec plaisir. Peut-être juste le deal LGT, d'ailleurs, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé en 2018. Le deal LGT, il est assez simple. Ils ont investi 10 millions dans une filiale de The Family qui possédait le portefeuille. Les actionnaires ont très mal vécu ce deal parce qu'ils étaient dilués par le bas et pas par le haut. Et donc, pour eux, c'était une sorte de perte de valeur. Mais tu leur dis, mais frère, t'as déjà 50% de la boîte, t'as rien compris. En fait, c'est un fonds, c'est pas une boîte. Mais comme d'hab, c'était impossible de parler avec ces gens-là. Et en fait, j'ai découvert que dans le monde des affaires français, il n'y a que 2 états. T'es un génie ou t'es une fraude. Il n'y a rien, il n'y a aucune graduation entre ça. Donc, avant, j'étais un génie. Je fais rentrer LGT, je suis une fraude. J'ai fraudé avec LGT. Alors, tu te dis, mais attends, on a passé 6 mois avec les meilleurs avocats. Le deal, il est validé par les auditeurs. Il y a eu ta condamnation entre-temps? Il y a eu ma condamnation entre-temps qui a ralenti le deal, mais qui a fait quand même que le deal a été jusqu'au bout. C'est quoi cette condamnation? J'ai un mec qui a très mal vécu mon départ de sa boîte et qui m'a fait chier pendant 10 ans jusqu'à obtenir 4 mois de prison avec sursis pour une facture de 5 000 €. Voilà. Et ça a été monté comme une facture de 5 000 €, ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à dire que j'avais dépensé 5 000 € sans autorisation dans la boîte. D'accord. Pour des expenses personnelles. Ouais, exactement. Bon, ok. Mais ça, évidemment, aucun article n'a parlé du montant. Parce que c'est pas spectaculaire de dire pour une facture de 5 000 €. Pour la première fois, j'ai découvert le système français. Il y avait des faux et usage de faux là-dedans. C'est quoi le motif de la condamnation? Le motif de la condamnation, c'est pas faux et usage de faux, c'est abus de confiance. Abus de confiance, oui, d'accord. Ouais. Oui, donc c'est ça, c'est vraiment avoir... Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, bon, avec ces 5 000 €, donc c'est tout un drame pour... moi, je me disais pour pas grand-chose, mais bon. Nicolas dit que tu étais dans un état... T'étais... très mal, honteux, plus bactère, désolé de ralentir The Family par cette vieille affaire qui te hantait. C'est vrai, c'était un moment pour toi psychologiquement très dur. Bon, je pense qu'il en rajoute beaucoup parce que il a appris le storytelling avec moi, mais c'est vrai que moi j'étais profondément désolé. The Family était en train de lever avec LGT et la levée allait foirer à cause de ça. Tu te dis, The Family, en plus, on avait besoin pour continuer à... Alors, The Family a toujours besoin d'argent, mais n'avait pas besoin d'argent. Il y a un truc que les gens n'ont jamais compris sur The Family. Ça, c'est un truc... l'argent n'était que moteur de ma motivation. Si on n'avait pas eu l'argent de LGT, je serais monté sur scène, j'aurais vendu du Total, du Air France, du BNP Paribas, et on aurait poussé sur Pathfinder à fond, et on aurait fait rentrer exactement la même somme que LGT nous promettait avec... au lieu de le faire rentrer en une fois, on l'aurait fait rentrer petit à petit par mois. On aurait pu virer tout le monde, ça aurait tenu. De toute façon, tout ça n'était qu'une mascarade au service de on a un portefeuille et on fait grandir ce portefeuille. Et au pire du pire, on pouvait tout arrêter et juste attendre le portefeuille, ce que Alice et Nicolas ont fait depuis mon départ. Et de toute évidence, ils peuvent payer des millions d'euros d'avocats par an et des salaires en ne faisant rentrer aucun nouveau deal. Donc, il y a un truc que les gens n'arrivaient pas à percuter, c'est que The Family, c'était pas une boîte commerciale. Quand on avait 50 employés, on aurait pu passer à 2 employés, ça avait la même valeur. C'est juste que l'ambition de The Family était de passer d'un portefeuille qui vaut 150 millions à 1 milliard, et que pour ça, il fallait faire des nouveaux deals, amener du nouvel argent. Et donc, c'était toujours de l'argent au travail d'une croissance. En fait. C'est pour l'ambition. C'est pour l'ambition. Pas pour la survie. C'est pas pour la survie. Quand Nicolas dit oui... on était mort et tout, je me dis, mais qu'est-ce que tu as compris à notre business, en fait? Vraiment, ça prouve une fois de plus que tu comprends pas grand-chose à ce business, parce que c'est un business qui n'est fonction que de l'énergie des partenaires qui se lèvent le matin, font 90 heures par semaine, répondent à 3 heures du mat aux entrepreneurs angoissés. D'ailleurs, à mon pire ennemi, je lui souhaite pas de faire une boîte comme The Family. C'est 10 ans de ma vie, je les ai pas vus passer. Si tu regardes mon agenda semaine après semaine, il est juste pack de rendez-vous et de voyages. C'est un rythme effréné, en fait. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à retravailler comme à l'époque de The Family. Je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir jusqu'au Covid? Donc, pendant le Covid, premier point, on met sur un fauteuil, j'arrête de bosser. Attends, LGT peut-être. Alors justement, LGT, c'est après le Covid.
C'est après le Covid? Ouais, c'est après C'est le pas en Covid. 2018, 2019? Non, en 2018, on lève avec LGT, on finit le deal. Ah oui, donc tu lèves les 10 millions. Ça se passe bien avec eux, on fait quelques deals. 10 millions De toute qui façon, vous servent à justement aller Ouais, à puis Londres, aller à Berlin. Exactement, et puis Concilier. commencer à essayer de faire des... Le but, c'était de faire du M&A, on voulait racheter des boîtes de services. Ce qui s'est complètement écroulé avec le Covid. C'est pas de bol. Mais on avait commencé à faire un premier M&A, on allait faire d'autres M&A, et puis l'idée, c'était de racheter toutes les boîtes de services que notre portefeuille utilise pour construire les cash flows, pour prendre de nouvelles portefeuilles, tu vois. Ok. Commencer à créer une machine un peu autonome comme ça. Ok. Bon, on met sur un fauteuil. Je me dis, bon, ok, je travaille plus. Et en fait, là, j'ai un lifestyle très différent. Je vais avec Sofiane Pamar dans un appart. On fait des fêtes tous les soirs. On met ces fêtes en story sur Instagram. Alice pète un câble. Elle me dit que je suis honteux, que je devrais pas montrer un tel lifestyle, que tout le monde l'appelle, que Jean-Noël Barrot, qui à l'époque était son copain député, qui est devenu l'a appelé extrêmement choqué en disant que j'étais devenu fou. Bref, toute la France médisante, tu vois, trouve le truc. Et comme elle et moi, on s'entend plus du tout. Ah, vous entendez plus du tout? Humainement, là, humainement, on peut plus se voir en photo. Moi, je suis en mode, je lui dis que de toute façon, c'est une CEO de pacotille. Elle me dit que je suis fou. 8 ans de vie commune, ça esquinte. Ouais, il y a un côté comme ça. Il y a un côté genre... Puis surtout, on se comprenait plus pendant le Covid. Tu sais, tu te vois pas pendant pratiquement 2 ans. 1 an et demi. Surtout, c'est un truc tellement organique où vous étiez ensemble. Ouais, puis tu vois, elle a dû se faire monter la tête par des potes. Moi, je me suis fait monter la tête par des potes. Tu vois, on revient, c'est la merde. Et moi, quand je reviens, je sors du Covid avec une réunion avec LGT. Et je leur dis, je suis fatigué. Je veux plus être dans The Family. Je suis désolé, je vous ai ramené dans cette truc. De toute façon, j'étais pas très coupable parce que je savais qu'LGT, avec les 3 deals que je leur avais fait faire, ils allaient gagner en plus-value plus que ce qu'ils avaient mis dans The Family. Donc moi, je savais que j'avais fait le job. 3 deals qui étaient dans le portefeuille, Qui étaient dans le portefeuille. C'était lesquels? Algolia, Pefit et je me souviens plus c'était quoi le troisième, mais c'était une pépite. Et ils ont fait, tu vois, sur Algolia, ils ont mis 3, ils ont sorti 9. Parce qu'ils ont réinvesti en parallèle de The Family, c'est ça, dans chacune de ces boîtes? Ouais, on a fait des gros SPV avec eux. Ah oui, d'accord. On faisait des SPV à 3-4 millions avec eux. Ah oui, d'accord, ok. Tu donnais accès aux boîtes de The Family pour mettre de l'argent dedans. Exactement. Et ils faisaient un beau multiple derrière. Exactement. Donc, tout allait bien. Donc l'argent investi, eux, ils étaient déjà break-even. Ils avaient mis 10 millions, mais ils avaient gagné 10. Ils étaient, en espérance, ils étaient déjà là. Et puis, cash on cash, ils n'étaient pas loin. Quoi. Et ils me disent, ah ouais, pas de problème. Et je leur dis... et donc, à ce moment-là, le mec de LGT me dit, bon, c'est cool, donc vous arrêtez The Family quand? Et moi, je lui dis, mais non, pas du tout. Alice et Nicolas veulent continuer. Il dit, oh là... Et là, t'es tout seul Je suis tout seul au meeting, ouais. Ok. Et moi, je vais voir Nicolas et je lui dis, écoute, je viens de sortir d'un meeting avec LGT et il se demande si vous voulez pas arrêter. C'est peut-être une bonne chose que vous arrêtiez, tu vois. Et j'essaye de pousser cette histoire, tu vois. Là, on est en 2020. On est en 2020, ouais. Ok. Et là, Nicolas, il pète un câble. Genre en mode, ouais, mais l'histoire que tu veux vendre, c'est qu'il n'y a que toi qui sais travailler, que nous, on n'est pas bon, alors que moi, je serais tout à fait capable de gérer The Family. D'ailleurs, je gérerais beaucoup mieux que toi. Il y a plein de choses, je te le dis pas, mais je pense que c'est n'importe quoi, les décisions que tu prends. Je lui dis, be my guest. Alors là, tu veux les emmerdes. Et là, j'ai fait un truc d'égo un peu con. J'ai dit, écoute, bah, voilà, il y a toutes ces emmerdes là, vas-y, tiens, gère-les. Et moi, en fait, à ce moment-là, je suis en mode, je suis dehors. Alice qui dit, bon, il faut quand même qu'on fasse la paix avant que tu partes. Elle prend un conciliateur, je sais pas comment on appelle ça. Un médiateur. Un médiateur judiciaire. Parce que, attends, là, il y a déjà un conflit autour de quelque chose. Non, mais c'est la merde. On s'entend plus. Les SPV posent déjà problème ou pas encore? À ce moment-là, pas encore. Non, les Caïmans, tout ça, on n'en entend pas encore parler. Rien du tout. Là, c'est juste, on s'entend plus. Et Alice
un peu à raison, elle dit on peut pas finir comme ça, quoi. Parce que toi, tu voulais partir. Moi, je voulais partir, je voulais faire autre chose. En mode extinctif, on va liquider le portefeuille tranquillement, on arrête les nuits blanches, on se bousille plus la santé, je fais plus les 150 office hours par semaine. Tu avais d'autres projets, tu parlais de ta compagnie d'avion à un moment. Non, même pas d'avion. Alors ça, c'était une blague, mais j'avais vraiment un vrai sujet. Je voulais créer une compagnie de dessin animé que j'ai fini par créer. Ok, donc c'était déjà cette ambition. Tu voulais vraiment passer à autre chose, quoi. Ouais, exactement. Je veux plus être le papa. En plus, à l'époque, il y avait Maxime Péroumal qui faisait une boîte de VR dans mon salon qui m'excitait vachement. Il m'avait proposé de me donner à 10% de la boîte. Moi, à titre perso, je me disais pourquoi je vais partager avec The Family. Tu vois, c'est bon, quoi. J'avais envie de faire une Beyoncé. J'avais envie de quitter les Destiny Child. Ok, et de vivre ta propre aventure. J'avais envie de vivre ma propre aventure tout seul, sans avoir à porter ce stress tous les mois de me dire que je dois faire les salaires de 30 personnes sous prétexte que j'ai une équipe. Il y a d'autres moments de rupture comme ça, tu vois, quand tu dis, il y avait cette discussion après avoir discuté avec LGT qui en plus disait, bon, bah, on va liquider la boîte si tu pars. C'est clair que... Non, il n'y a pas eu 36. Après, c'est la médiation. C'est vraiment une pratique de common law. Donc à partir de 2020, pour négocier ton départ. Mais c'était quoi l'objet de contentieux s'il n'y avait pas encore les SPV à l'époque? C'était quoi? C'était valoriser ton départ, ton exit? Ouais, et puis surtout faire la paix avant que je parte pour pas que ça parte en vrille, quoi. Mais je comprends pas. C'est quoi le faire la paix? À la limite, tu peux partir sans faire la paix, c'est pas très grave, tu vois. Alice était très attachée à ce que humainement. Les gens se parlent, se séparent en bon terme. Elle voulait qu'on sorte les cadavres, qu'on mette en place un vrai accord de départ avec un vrai plan de communication. Que tu vendes tes parts. Qu'on se mette d'accord sur mes parts, etc. Donc c'est un vrai gouvernance. C'est un vrai sujet de médiation. Enfin, je vois pas ce qui. Ouais, puis pour les actionnaires, il fallait aussi leur vendre que ça continuait sans toi. Exactement. Ok, d'accord. Et là, en fait, le médiateur commence les discussions. C'est extrêmement painful. T'entends Alice et Nicolas qui se plaignent devant le médiateur que je suis pas gentil, que je suis pas si, que je Ils sont déjà 2 contre 1 là, à ce moment-là. Ouais, ils sont déjà 2 contre 1 à ce moment-là. Ouais. Comment ils se sont rapprochés alors que c'était toi le lion au début? Par le fait qu'il reste et que je pars, tout simplement. Mais c'était pas déjà le cas avant? Les 8 années précédentes n'ont pas forgé leur lien contre toi? On était très à égalité dans les liens. Ouais. Vous étiez aussi proches les uns les autres? Personne t'a jamais mis en garde en disant fais attention, les deux sont en train de nourrir une jalousie contre toi? Alors, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui me l'a dit, qui est venu me voir un jour, qui m'a dit là, leur niveau de haine et de jalousie est tel, tu vas te faire dézinguer. À quel moment? Je sais pas, c'était au début de la médiation. Ah oui. Et j'étais... En même temps, tu es en train de tuer pour eux. Ils n'ont pas fait grand-chose avant, ils n'ont pas fait grand-chose après. Ouais. En tout cas, rien qui a marqué la France autant que The Family. Ouais. Tu tues un peu le bateau sur lequel ils naviguent, tu vois, tu es en train de saboter le truc. Clairement, ils le voient comme ça, ouais, c'est sûr. Et eux, ils ont accès à l'Élysée, ils ont accès à de l'argent. Ça représente beaucoup de choses pour eux, The Family. Et puis en plus, moi, j'en ai marre de tout ça, en fait. Tu vois. C'est trop lourd, quoi. C'est trop lourd, ouais. Et donc la médiation, un calvaire. Vraiment un calvaire. Il y a des propositions concrètes qui sont faites pendant cette médiation? Ouais, si tu veux, en fait, la seule proposition concrète, c'est Oussama paye tout et s'excuse de tout. Et attends, paye quoi? C'est ça que je comprends pas. Tu me dis qu'il n'y a pas encore les SPV à cette époque-là. En fait, à l'époque, il y a les SPV, ça va apparaître à la fin de la médiation. On commence, il n'y a pas les SPV, on finit. Le sujet de la médiation, c'est les SPV. Et grosso modo, le sujet, c'est Oussama est responsable du fait que les SPV n'ont pas closé. Oussama s'est payé des bonus qu'on n'a pas acceptés, qu'on n'a pas validés, alors qu'en fait, moi, dans ma tête, c'était plus que validé parce que j'étais en train de partir et que j'étais dans un mode où, en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne me rembourse pas mes comptes courants d'associés. Les comptes courants d'associés qui n'ont pas été documentés, d'un seul coup, Nicolas Collin prétendait qu'ils n'existaient plus. Tu avais des comptes courants vis-à-vis de The Family? Ma carte bleue était la carte bleue utilisée par tous les employés de The Family dès qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse.
Parce que j'avais une pile comme ça de trucs que je devais faire enregistrer. Nicolas a dit non, on n'enregistre pas, c'est pas valide. Pour te dire, on payait les femmes de ménage en liquide pour pas qu'elles perdent leurs avantages sociaux. Et au moment du départ, je mets ça sur la table. Je dis, j'ai payé pendant... Ça fait 7 ans que je les paye. C'est 2 pauvres femmes de ménage. Nicolas, il dit non, ça n'existe pas. Ouais, d'accord. C'est pas dans les comptes. Et moi, en fait... Donc toi, tu avais des demandes vis-à-vis de The Family qui étaient... puis moi, en fait... Tu chiffrais à combien à l'époque? Je sais plus. Moi, je voulais qu'on me file... Je voulais qu'ils rachètent mes parts, 50% de mes parts pour 5 millions. Okay. Que je garde 50% de mes parts et qu'on serre dans la main et qu'on oublie tout et qu'ils se démerdent avec les SPV. Ça inclut ton compte courant, ça inclut tout ça. Tu prends 5 millions et puis tu prends l'upside sur le portefeuille de ce qui va rester. Quoi. Exactement, ouais. Et là, en fait, les mecs sont en mode... Le truc des femmes de ménage, j'en parle parce que c'est symptomatique de comment tu changes ton système de valeurs. Parce que tu vois, les gens me disent, mais ouais, mais t'es un peu con, t'as pas de contrat. Mais non, bien sûr, j'ai pas de contrat. La femme de ménage, on l'aurait jamais eu si on n'avait pas ce deal. Pourquoi on avait ce deal? Parce qu'on voulait quelqu'un d'hyper impliqué, d'involve. On voulait pas une smicard. Il s'avère que elle avait besoin de ce cash pour pas perdre ses avantages sociaux, etc. Tu vois, en fait, et tout le monde le savait. Oui, tu peux pas documenter ça. Tu vois, il y a un moment, et qu'en fait, d'un seul coup, tu changes de système de valeur et que tu changes d'un seul coup de logiciel d'évaluation des actions, sous prétexte que tu t'es découvert une morale overnight et que maintenant, tu es quelqu'un de respectable, inspecteur des finances, tu ramènes Jean-Jacques Augier qui regarde les trucs. Et là, tu commences à faire des moves tu vois, hyper violents. Par exemple, un des procès, de la longue liste de procès que je t'ai envoyé, c'est sur un SPV Algolia. Ce SPV Algolia, il s'avère qu'on a acheté, on a levé 1 million d'euros, on a déployé 500 000 euros, et on a pris 500 000 euros pour vivre dans The Family. Et donc, pour vivre dans The Family, on a transféré les parts de la fellowship au SPV. C'est ce que tu disais, c'est le secondaire. Ce que je disais, ouais. Moi, j'apprends un jour, par hasard, que les actionnaires ne sont pas contents parce qu'il manque la moitié des actions et on m'accuse d'avoir détourné l'argent. Et non. Je me vois encore signer les documents, tu vois. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont annulé la vente. Ils ont repris les parts et ils ont dit, non, regardez, le SPV, je ne sais pas où ça va, il n'y a pas les parts. Et tu dis, mais en fait, comment t'en arrives à faire des trucs comme ça? Et le discours de Jean-Jacques Augier et de Nicolas Collin sur Algolia, c'est on n'avait pas à vendre nos parts fellowship, c'est 2 entités séparées. Elles n'ont rien à voir avec. C'est une mauvaise pratique de commencer à mélanger les parts de la fellowship. Je te dis, mais ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ah, bien sûr. C'est ce que tu décrivais, de toute façon. Exactement. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Mais de quoi tu me parles? Et en fait, en plus, ok, mais cet argent du SPV, je ne l'ai pas pris moi en perso. Ça a payé les salaires. Comme par hasard, tous les mouvements ont disparu dans la compta et tout a été réécrit. Et en fait, à ce jeu-là... Il n'y a pas sur ce dossier-là d'argent qui va spécifiquement chez toi? Non, 0. Après, c'est difficile de savoir parce que tu reçois de toute façon des virements de The Family puisque tu es payé par The Family pour ton salaire, pour ce que tu fais en permanence. C'est tout le sujet, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'ils le qualifient, en fait. Ouais, bien sûr. Comme tout ça est dans le même compte omnibus. Évidemment. Ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, quand ils font ça, tu vois, moi, je me dis, mais attends, jusqu'où, en fait, ils vont aller dans les manipulations, dans les machins? Mais ils vont aller sans limite, avec une seule histoire, qui est, je suis un escroc, j'ai détourné l'argent pour mon manoir. Alors, à un moment, ça me faisait rire, parce que à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, Nicolas envoyait une lettre. Donc, il disait, le manoir, c'est l'argent que j'ai détourné de The Family. Ensuite, je crée une boîte aux Émirats, c'est avec l'argent détourné de The Family. Après, je fais ma boîte de dessin animé, c'est avec l'argent détourné de The Family. Et à un moment, je me suis dit, putain, l'argent, dis donc. Putain, c'est 1,9 million, parce que ça aussi, c'est une histoire quand même fabuleuse. C'est qu'on parle de 1,9 million dans les SPV non attribués. Et moi, mon argument, quand je suis parti, c'est les gens, ils ont un contrat avec The Family. C'est une société à responsabilité limitée. Moi, je suis un dirigeant de cette société, je suis plus là, je suis parti. C'est à The Family de rembourser les gens. Certes, mais si le dirigeant commet une faute de gestion... Très bien. Tu vois, tu m'attaques, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils font. Oui. Attention.
tu m'attaques, il y a zéro souci. Tu le fais pour le compte des actionnaires, il y a zéro souci. Mais ça n'enlève en rien ta responsabilité à rembourser les actionnaires. Ah bah ça, on est d'accord que... Oui, mais sauf qu'eux, ils ont fait que la moitié. Et d'ailleurs, il y a une vidéo vraiment intéressante où Alice dit on va changer, c'est exactement ce que tu décris là, on va changer notre manière de faire maintenant. On fait venir Jean-Jacques Augier et on va arrêter de prendre l'argent de The Family pour boucher les trous des SPV. Ouais. Jean-Jacques Augier, c'est quelqu'un qui va vraiment être une personne providentielle pour nous. Alors, Jean-Jacques Augier, son rôle, c'est d'être administrateur indépendant. En gros, c'est de s'assurer que les intérêts de la société mère, de The Family, sont protégés et préservés. Alors, qui est-il ? C'est un homme d'affaires de haut niveau, c'est un homme de crise, c'est un inspecteur des finances qui a été PDG de G7 de 87 à 2000, qui a été trésorier de la campagne de François Hollande, qui a monté plusieurs business en France puis en Chine, toujours de petite taille humaine, c'est ce qu'il aime. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de moments de crise. Et il est souvent appelé pour ça. Et c'est lui qui nous permet de changer de mode. Donc lui, en gros, ce qu'il apporte, c'est une doctrine claire. Et la doctrine, c'est l'application pure et simple des contrats, l'application du juridique. Il n'y a plus de place pour l'exception, il n'y a plus de place pour le cas par cas, en contexte. Tu t'en tiens à la doctrine. Et ça, ça va avoir... Alors c'est très dur à appliquer, hein, il est intransigeant, mais ça va avoir le mérite de nous aider à avoir une règle simple pour prendre des décisions. Et enfin, on peut voir la route et on sait comment on va avancer. Et puis, son entrée, en fait, elle rassure aussi. Elle rassure les actionnaires. C'est pas mal de l'avoir avec nous. On se sent armé, on se sent aidé. Donc ça, c'est un conseil aussi. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à croire qu'on va tout faire tout seul, tout gérer. Heureusement qu'il était là. Donc, on va se répartir les rôles. Enfin, parce que jusqu'ici, on était très synchronisés, hein, à tout faire ensemble et en même temps. Je vous le disais, Nicolas sur les contentieux, Alice sur les startups. Et puis, à chaque découverte qu'on va faire, une mauvaise découverte, parce que là, on est aussi dans le temps, on reviendra sur la partie de Nicolas, mais à chaque découverte d'un trou dans un SPV, on continue de découvrir des trous, jamais on a été cherché à colmater par des actifs de The Family. Il y a un problème, application de la doctrine, les contrats purs et simples. Tu vois, c'est vraiment la description qu'on avait tout à l'heure de la cavalerie, de dire il y a une NAF, on va utiliser cette NAF pour rembourser. Et elle dit dans cette vidéo, on la passera, très clairement, on va arrêter de faire comme ça. C'était notre pratique, mais maintenant on le fait plus. Et en fait, ils le faisaient à leur profit aussi, parce que les trous des SPV, c'est parce que l'argent a été utilisé pour payer des salaires et autres. Et par contre, ils considèrent la croissance de The Family, etc. Et ils décident d'arrêter de le faire. Et ça, en fait, moi, alors, on revient sur le 1,9 million, qu'on comprenne, c'est quoi exactement ce 1,9 million ? C'est assez simple, comme histoire. C'est que le 1,9 million, moi, j'ai reçu de l'argent pour les investir dans SpaceX, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à pas réussir à investir cet argent. Ça, c'est dans les SPV Caïman, c'est ça ? Exactement. Mais qu'ils soient au Caïman, fondamentalement, en fait, l'argent, de toute façon, arrive tout chez Godfather à Londres. Et en fait... Et t'arrives pas à accéder finalement. J'arrive pas à accéder, Ce qui est compliqué. Enfin, parfois, moi, je le vois souvent. Tu crois que tu vas avoir accès, le gars te dit oui, puis finalement, il y a un truc. Et puis, évidemment, moi, j'ai fait 2 erreurs stratégiques à ce moment-là. La première erreur, c'est que comme j'étais en plein conflit... Attends, tu assumes de ne pas y arriver sur le SPV ou pas ? Tu le dis, parce que Nicolas t'accuse assez lourdement d'avoir fait croire que tu y étais arrivé ou que quoi. C'est pas très précis. Le problème de Nicolas, c'est sa gestion des timelines et des time horizons. Je crois avoir réussi, et au moment où je me rends compte que j'ai pas réussi, on est en plein conflit. D'accord. Et lui, il fait comme si tout ça est arrivé dans un temps passé. Mais en fait, tout ça s'étale sur un temps où le conflit se build up en même temps que l'échec. Mais tu reconnais l'échec à un moment donné ? Bien sûr, je reconnais l'échec, puisque toute ma négo de départ, c'est de leur dire, OK, à ce moment-là, je prends un avocat, Hubert de Voplan, je lui explique la situation avec les SPV, et je lui ai dit, écoute, je suis en train de partir, ils sont en train de me mettre ça sur le dos, moi, je veux partir avec un quitus qui dit que je rembourse juste les SPV, et on s'arrête là. Et là, Nicolas dit non.
Ces SPV, depuis, ont pris de la valeur. Donc, tu ne vas pas nous rembourser les SPV, tu vas nous rembourser le multiple des SPV. Et c'est là où le conflit démarre. Mais attends, ce 1,9 million, c'est des investisseurs qui le mettent sur des SPV aux îles Caïmans. Ouais. Tu n'arrives pas à avoir accès au deal. Ouais. L'argent, il est sur Godfather, Global Godfather. Non, il est sur mon compte. Il m'a été envoyé D'accord. pour que j'aille... Parce que je t'explique très simplement. Très souvent, dans cette deal-là, je fais office de nominee. Ah, ça, j'ai tout à fait compris en lisant les documents. Mais au début, il arrive d'abord chez Godfather. Il arrive chez Godfather, ouais. Et après, toi, tu es le broker, tu es l'intermédiaire, c'est toi qui permet d'avoir accès au deal. Exactement. Et ça, Alice... je l'ai fait plein de fois. Oui, plein de fois. Léa Lejeune le raconte dans son enquête. Et tes associés te soutiennent dans ces démarches. Enfin, ça pose pas de problème. Non. Il y a peut-être des actionnaires à certains moments qui disent c'est un peu bizarre que ça transite par Oussama, etc. Mais c'était admis comme ça. Tu vas comprendre très simplement. Les KYC, on les passe pas dans ces véhicules. Moi, je l'ai passé tout seul. À l'époque. Je les passe plus. Mais donc, résultat, c'était de façon tout bête de faire... donc, en fait, l'argent, les 1,9 million, ils arrivent chez Godfather. Ils sont transférés chez toi le temps que tu orchestres cette transaction. Tu essayes de le faire, tu n'y arrives pas. Je prétends que ça a eu lieu parce que j'ai l'impression que ça a eu lieu. Et puis après, je me dis, bon, en fait, je ne vais pas y arriver et on revient. Nicolas, de manière assez spécifique, dit qu'en regardant dans les Dropbox et ces choses-là, il y a un document, il comprend qu'un broker t'a envoyé un document blanc mais qui matérialiserait une transaction et toi, tu as forgé, tu as rempli les blancs pour faire croire et envoyer un screenshot en disant à Nicolas, oui, je ne peux pas te montrer plus que ça. Je me dis, tiens, c'est intéressant, c'est le doc que m'a présenté Oussama. Sauf que dans Google Drive, dans Google Doc, plus précisément, tu peux retracer, toutes les modifs sont au redapu. Oui. Et donc, on a remonté l'historique et vu que Oussama, dans ce document dont du coup l'authenticité est sujette à caution, a créé ce document à partir d'un modèle reçu et stocké en octobre 2020, le jour même où il m'a envoyé des screenshots. En rajoutant des infos, en remplaçant le nom en blanc de la cible par Airbnb, en mettant un prix, en mettant des conditions de lock-up. Donc c'est un faux. Ça, c'est pas à nous de le dire, c'est au juge. Il faut respecter la présomption d'innocence. Ce que je peux t'expliquer, c'est les faits, c'est-à-dire ce qu'on a découvert, et le fait que ce document est sujet à caution. Tu aurais fait un faux document pour justifier auprès de Nicolas... C'est ce qu'il raconte, mais le document qui m'a été envoyé, il était avec des blancs, effectivement, il a été rempli par le broker. Par le broker, pas par toi? Non, par le broker. Et il s'avère que j'ai jamais réussi à finir la transaction avec le broker. D'accord. Et d'ailleurs, il y a eu une plainte au pénal maintenant, il y a peut-être 5 ans, enfin ça doit être en 2021 ou 2022, 3-4 ans. Je pense sur ce point, en tout cas c'est ce que dit Nicolas dans l'interview. Aujourd'hui, cette plainte... Bon, elle suit son cours. Mais il y a quelque chose, tu été mis en examen là-dessus? Toujours pas mis en examen. Tu as été en garde à vue, tu as été entendu? J'ai été entendu comme témoin assisté une fois parce qu'ils ont saisi mon téléphone et mon ordinateur pour voir dedans. Et depuis, j'ai pas eu de nouvelles. C'était quand? C'était quand il y a eu dans la presse que j'étais arrêté à Nice, là, je sais plus, il y a 1 an, je pense. Et c'était sur ce point de ce faux document que tu aurais pu faire? Exactement. Parce que lui, il dit que c'était assez facile avec l'historique du Google Share, ou je ne sais plus exactement quoi, ou du Word. Il aurait pu voir que c'était toi qui l'avais fait, que tu avais reçu un blanc. Et que... Encore une fois, de toute façon, Nicolas a tellement besoin de prouver dans sa timeline que je suis le méchant de l'histoire, qu'il est prêt à changer des éléments de la timeline en sa faveur et dans son storytelling. Et il profite d'un fait tout bête, c'est qu'il a accès à mes emails, il a accès à mon Google Drive, il a accès à tout ça, et moi, je n'y ai pas accès. Maintenant, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que si j'avais vraiment voulu voler 1,9 million de The Family, et qu'il n'y ait aucune trace, etc., il y avait 1 milliard de façons plus intelligentes de le faire. Là, le virement, il part sur mon compte perso pour acheter des actifs. D'une façon ou d'une autre, je le devais, cet argent. Là où je ne m'y attendais pas, c'est qu'on allait me prendre perso, en otage. c'est ta holding quand même, rappelons-le. C'est pas ton compte Oussama. Oui, c'est ma holding, effectivement. Mais bon, c'est une holding qui m'appartient à 100%, qui a été percée dans le cadre des procédures en 3 minutes. Il n'y a pas de responsabilité limitée dans une holding qui t'appartient à 100%. Maintenant, ce qui est complètement fou, c'est que ce virement, je ne l'ai jamais contesté. J'ai reçu cet argent.
Là où ce que j'ai contesté, c'est que moi, quand je négocie, quand la médiation foire et que maintenant on focalise sur ces SPV et qu'on m'explique que je dois payer 3 fois le montant des SPV, je prends un avocat qui est Hubert de Vauplane, qui essaie de négocier en bonne foi le remboursement des 10 SPV. Et là, Nicolas, il explique son discours légal que en fait, je dois 15 millions. Au moment où je me fais attaquer en Angleterre, et au même temps, je me fais attaquer en France. Donc, je prends un avocat en France, je prends un avocat en Angleterre. J'ai compris que j'étais pas du bon côté de l'argent à ce moment-là. J'ai plus grande croyance dans le système judiciaire. Ça, c'est vraiment une pratique de common law. Si tu te défends pas, tu n'existes pas. Il n'y a pas de, tu vois, de est-ce que c'est acceptable, pas acceptable. Point. Tu te défends pas, tu te défends pas.